deuxième cause de cécité dans le monde après la cataracte. Et donc, pour définir ce glaucome, on peut dire que c'est, d'après l'European Glaucoma Society, c'est une neuropathie chronique optique due à l'atrophie des fibres optiques au niveau du disque optique, donc qui, si elle n'est pas traitée, elle va aboutir progressivement à la cécité. Comme on l'appelle, cette maladie, c'est une maladie silencieuse. Donc elle n'a pas forcément de symptômes, mais elle se caractérise par une perte graduelle de la vision périphérique. On parle de vision en tunnel. Et pour les stades avancés, la détérioration de la vision centrale va causer la perte d'autonomie, et in fine la cécité. Plusieurs facteurs vont entrer justement, sont impliqués dans le glaucome. D'une part, nous avons le ralentissement de l'élimination aqueuse par le trabéculum qui est responsable de l'augmentation de la PIO, mais également la mauvaise vascularisation du disque optique qui est responsable de son atrophie. Et donc à ce jour, malheureusement, il n'y a aucun traitement qui peut être en mesure de mettre un terme à la dégénérescence du nerf optique. Et donc le seul moyen de pouvoir traiter va être la modification du principal facteur de risque qui est l'hypertension oculaire. Alors, l'objectif de ce traitement, donc la modification de l'hypertension oculaire, l'objectif est de maintenir la fonction visuelle ainsi que la qualité de vie du patient liée à un coût durable. Et quand on parle de coût durable, il ne s'agit pas uniquement d'argent, de sous, mais il s'agit également de qualité de vie, il s'agit également d'effets indésirables du médicament. Donc l'objectif, comme on a dit, mis à part l'action sur les facteurs de risque généraux, à savoir le diabète, l'hypertension ou autre, c'est surtout la réduction de la PIO. Et actuellement, quelles sont les différentes recommandations de l'EGS, qu'elles soient de 2014 ou de 2017, toutes prônent l'utilisation des bêta-bloquants et des prostaglandines en première intention dans le traitement du glaucome à angle ouvert. Donc on est forcément dans les prostaglandines et les bêta-bloquants. Là encore, au niveau de toutes ces molécules-là, les principales molécules qui sont impliquées, on va dire, dans les prostaglandines, on peut passer à la diapo suivante s'il vous plaît, ce sont le latanoprost, le travoprost et le bimatoprost qui ont tous le même mécanisme d'action, à savoir l'augmentation du drainage de l'humeur aqueuse par la voie uvéosclérale. Ils ont une efficacité qui est prouvée dans la réduction de la PIO de 30 à 35%, avec une posologie simple qui reste d'une fois par jour, de préférence le soir. Bien sûr, il présente pas mal d'avantages, mis à part l'efficacité, c'est la complémentarité avec d'autres molécules, notamment les bêta-bloquants. C'est pour cette raison qu'on les trouve éventuellement en tout ce qui est association fixe. Maintenant, pour vous parler justement de ces prostaglandines et plus précisément du latanoprost des laboratoires Théa, j'ai le plaisir et l'honneur et le privilège de vous informer officiellement et solennellement également qu'à partir d'aujourd'hui, le monoprost est disponible en République démocratique du Congo après plusieurs années d'attente. Il est disponible, nos équipes sur le terrain sont là pour faire non seulement la promotion de ce produit-là, mais aussi pour vous éclairer là-dessus pour vos patients futurs. Donc le monoprost, qu'est-ce que c'est? Le monoprost, comme je disais, est à base de latanoprost. Donc chaque ml contient 50 microgrammes de latanoprost avec un agent excipient qui est la protriaxine. La protriaxine est une innovation des laboratoires Théa. Donc on peut passer à la suivante. C'est une innovation des laboratoires Théa qui est là uniquement pour répondre à un besoin. Ce besoin est que le latanoprost est une molécule qui est fortement instable, donc il y a un besoin de la stabiliser. Et étant donné qu'elle va s'adjuver au niveau ou s'absorber au niveau des parois des flacons, cette molécule ne peut pas être utilisée sans conservateur. Donc le conservateur est là en temps normal chez d'autres latanoprost pour non seulement conserver et stabiliser, mais chez les laboratoires Théa, nous avions cette vision, nous avons toujours cette vision d'être sans conservateur. Et donc nous sommes partis sur un nouveau produit, une nouvelle innovation qui fait que la protriaxine permet non seulement de stabiliser, mais aussi de conserver le latanoprost sans aucun conservateur et sans aucun agent toxique. Donc pour la diapo suivante, s'il vous plaît.
Cette protriaxine, c'est une association de 3 polymères. Un premier polymère solvant que l'on voit ici, avec un nom assez barbare, et 2 autres types de polymères qui vont non seulement former un réseau matriciel par réticulation, mais qui vont aussi ajouter cet effet hydratant grâce à la présence du carbomère 974P. Donc grâce à la protriaxine, vous avez la possibilité d'utiliser le latanoprost sans aucun conservateur, de le stabiliser également sans aucun agent toxique. D'où une meilleure tolérance, comme on peut le voir ici. Ceci concerne l'innovation. Maintenant, qu'en est-il de l'efficacité? D'accord, on a beau être innovant, mais il faut quand même être efficace. On est sur une pathologie chronique, on est sur une pathologie qui va induire la cécité. Et donc, pour démontrer l'efficacité du latanoprost, nous avons établi une première étude, l'étude roulant, qu'on peut voir sur les diapos suivantes, s'il vous plaît. Bon, ça sera la diapo d'après, voilà. Donc, le monoprost se présente sous boîte qui contient 30 unidoses. Ces unidoses sont réparties en 5 unidoses par sachet. Donc, il y a cette maniabilité d'utilisation qui est proposée au patient pour pouvoir avoir son unidose avec lui à chaque fois qu'il en a besoin. D'accord? Et chaque unidose contient 6 à 7 gouttes. Donc, il n'y a pas de déperdition de produit quand il s'agit de l'utiliser. Pour ce qui est des précautions de conservation, ben, il n'y en a pas. Contrairement aux autres latanoprost qu'on peut trouver sur le marché, le monoprost peut être utilisé, conservé à température ambiante avant et même après début du traitement. Pas besoin de le mettre au frigo, pas besoin de petits sacs frigorifiques qu'on peut utiliser avec soi. Et donc pour l'efficacité, comme je disais, nous allons parler de l'étude clinique de phase 3 qui a démontré l'efficacité dans la réduction de la PiO sur 3 mois de traitement. Cette étude, c'est une étude qui a été faite en 2013 par professeur Roulant, dont on voit en fait le protocole et la méthodologie sur cette diapo. C'est une étude comparative versus le latanoprost conservé au bac, et dont les résultats ont été très significatifs et très confortants dans le sens où nous avons exactement la même efficacité dans la réduction de la PiO qu'on peut voir sur la diapo suivante, à savoir une réduction de 36% de PiO, s'il vous plaît. Diapo. Merci. Donc on peut voir qu'à partir de J15 et jusqu'à J84, nous avons exactement le même profil de baisse de la PiO du monoprost versus le latanoprost conservé au bac. Donc on peut conclure qu'on a une efficacité similaire sur la baisse de la PiO. Innovation, oui. Efficacité prouvée avec cette étude. Qu'en est-il de la tolérance? L'étude de la tolérance, elle est démontrée par cette étude de phase 4 qui, comme on peut le voir, c'est une étude qui a évolué non seulement la tolérance, mais aussi l'efficacité. Et donc, si on se concentre uniquement sur cette tolérance-là, on peut voir qu'après un switch du latanoprost conservé vers le monoprost, nous avons, diapo suivante s'il vous plaît, nous avons non seulement le maintien de la baisse de la PiO, mais une hyperémie beaucoup moins fréquente et beaucoup moins sévère, avec des symptômes oculaires à l'instillation qui sont là encore beaucoup moins fréquents. Donc, un meilleur profil de tolérance avec le monoprost versus le latanoprost conservé. Donc, pour finir, avec monoprost, vous avez la combinaison gagnante, la triade. L'efficacité avec une forte réduction de la PiO. Vous avez le bon profil de la tolérance, étant donné l'absence de conservateur, mais également la maniabilité et la simplicité d'utilisation permettant une meilleure observance du traitement par le patient, étant donné qu'il est simple d'utilisation et qu'il est utilisable à n'importe quelle température. Je suis disponible, ainsi que toute l'équipe TA ici, que ce soit au niveau de notre stand ou même maintenant, pour répondre à toutes vos questions et interrogations. N'hésitez pas. Merci beaucoup. Nous remercions la firme TEA et son représentant. Merci surtout pour les gains de temps. Je ne sais pas s'il y a un ou deux congressistes qui ont besoin d'une information supplémentaire. Parce que je suppose que la firme TEA a un stand. Donc à tout moment, ils peuvent bien se référer à vous. Et au nom de l'ASCO et au nom de la SAFO, merci pour votre accompagnement. Et nous pensons que
la collaboration va de plus belle. Merci. Merci. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Alors, je vais immédiatement céder le micro au professeur Hamza. Et j'invite le professeur Nganga, s'il est dans la salle, de rejoindre le podium pour modérer la session qui va concerner deux conférences, celle du professeur Balif et du professeur Maloba. Professeur Hamza, vous avez le micro. Merci, professeur Imbitou. Donc, c'est un honneur pour nous d'être ici présents à ce 19e congrès de la Société congolaise d'ophtalmologie, dont nous remercions d'ailleurs toute l'équipe et tous les collègues. Donc, nous allons à présent modérer cette séance qui comprend la conférence en virtuel, je pense, des pratiques des injections intravitréennes en Afrique subsaharienne. C'est pas un virtuel? Elle est là? Donc, si elle est là, c'est professeur Maloba là. Ah, tant qu'à faire alors. Donc, c'est la conférence sur la rétinopathie diabétique et œdème maculaire diabétique, tour d'horizon en 2022. OK. Bonjour à tous, je remercie la Société congolaise d'ophtalmologie pour son invitation. Je suis le professeur Stéphanie Baïf et je dispose de la chaire d'ophtalmologie au Centre hospitalier universitaire de Nice en France. Je vais vous faire un tour d'horizon de la rétinopathie diabétique et de l'œdème maculaire diabétique en 2022. Voici mes liens d'intérêt. La problématique du patient diabétique est celle-ci. Il va y avoir une hyperglycémie. Cette hyperglycémie va activer de nombreux phénomènes biochimiques qui vont aboutir à une hypoxie, à la fabrication de résidus de l'oxygène et à une inflammation. Cette inflammation va générer la genèse de cytokines et de chémokines pro-inflammatoires, dont le VEGF, mais le GF n'est pas la seule molécule qui va être produite. Celles-ci vont être responsables d'une rupture de la barrière hématorétinienne du fait des lésions des péricytes, d'un épaississement de la membrane de Bruch et d'une leucostase. Il va donc y avoir une augmentation de la perméabilité vasculaire et la création d'un œdème maculaire diabétique. Cependant, il faut faire attention au fait que tout n'est pas lié au VEGF, et ainsi si on fait des prélèvements de vitrée de patients présentant un œdème maculaire diabétique, eh bien certains d'entre eux vont présenter une hypersécrétion de VEGF et d'autres pas du tout. Ainsi, chez ces patients-là, les injections intravitréennes d'anti-VEGF ne seront pas efficaces et il faudra chercher d'autres traitements. Il y a effectivement une part inflammatoire qui est notable dans l'œdème maculaire diabétique et dans la rétinopathie diabétique, et cette part inflammatoire peut être traitée par des corticoïdes, donc des anti-inflammatoires par exemple, et il y aura une action à ce moment-là sur l'inflammation chronique, sur la leucostase, sur les transports au niveau de l'épithélium pigmentaire et les jonctions serrées. La prévalence du diabète augmente de façon mondiale avec plus de 622 millions de patients diabétiques attendus à l'horizon 2040. Cependant, actuellement, la prévalence de la rétinopathie diabétique et de l'œdème maculaire diabétique diminue avec le temps, avec un cut-off dans les années 2000, ce qui correspond à l'arrivée des anti-VEGF. Ainsi, on va retrouver une diminution de moitié à la fois de la survenue de la rétinopathie diabétique et de l'œdème maculaire diabétique entre les années avant 2000 et les années après 2000. Ainsi, par exemple, l'incidence de la cécité va être diminuée de façon franche dès l'occurrence et la disponibilité des traitements anti-VEGF, et la fréquence de la cécité chez les patients diabétiques va rejoindre un peu la courbe de fréquence du risque de cécité chez les patients non diabétiques. Le principal déterminant de la rétinopathie diabétique, c'est la durée d'exposition à l'hyperglycémie chronique, et comme facteur de risque principal de la progression de la rétinopathie diabétique, le taux d'hémoglobine glyquée.
Ainsi, il est nécessaire d'avoir un contrôle glycémique qui soit adapté. Le taux conseillé est un taux d'hémoglobine glyquée autour de 7% dès le diagnostic du diabète, en limitant au maximum les fluctuations glycémiques et en favorisant la compliance thérapeutique par l'éducation thérapeutique. Il est important d'insister sur le lien entre œil et diabète, par exemple. Attention évidemment, en cas de rétinopathie diabétique évoluée, à ajuster la vitesse de la décroissance du taux d'hémoglobine glyquée, ce qui peut être difficile car certains traitements sont très puissants et rapides et que le patient a la volonté légitime de normaliser sa glycémie rapidement. Ça nécessite donc une collaboration étroite entre les différents partenaires intervenant autour du patient diabétique. Quelle est l'imagerie à réaliser chez le patient diabétique? Évidemment, la consultation commence par une acuité visuelle, puis un examen à la lampe à fond du segment antérieur pour déterminer s'il y a une rubéose irienne, le statut cristallinien du patient et un examen du fond d'œil. Cependant, l'examen du fond d'œil est quand même moins sensible que les rétinographies pour visualiser les anomalies de la rétinopathie diabétique périphérique. En effet, les imageries grand champ permettent de voir plus loin et l'imagerie par rétinographie permet surtout de garder les images, de travailler sur les images en les agrandissant et en utilisant différents filtres comme le filtre vert pour bien mettre en évidence les anomalies vasculaires. Enfin, elle permet un suivi reproductible. La partie grand champ, par rapport à la photo classique, permet de couvrir 3 fois plus de surface rétinienne et on sait qu'avec les photos classiques, on peut sous-estimer la rétinopathie diabétique dans 12% des cas. L'angiographie n'est pas à oublier et doit être réalisée au moindre doute. Quels sont en particulier les doutes? Les signes d'évolutivité, tels que la présence de gros nodules cotonneux, des sujets très jeunes ou une rétinopathie diabétique très ancienne, chez un sujet polyvasculaire avec une rétine qui semble déshabitée, et une rétinopathie qui va être décapitée par les anti-VEGF, où en fait les anti-VEGF vont nettoyer la surface rétinienne, limiter les hémorragies et on aura une impression d'une belle surface rétinienne, ce qui ne sera pas en vérité le cas. Ainsi, l'angiographie peut être réalisée dès un doute sur une néovascularisation alors que cliniquement on la met difficilement en exergue, devant une baisse d'acuité visuelle inexpliquée, devant un bilan initial d'un œdème maculaire diabétique, surtout si celui s'aggrave. Elle n'est pas indiquée dans le suivi d'une rétinopathie diabétique non proliférante, minime ou modérée, ou chez un patient ne présentant pas de signes cliniques de rétinopathie diabétique. L'OCT angiographie, dont vous voyez ici des images en mode grand champ, est très intéressante, surtout pour détecter la non-perfusion, et en ça, elle est supérieure à l'angiographie à la fluorescéine. D'autre part, il va exister une corrélation entre les surfaces d'ischémie maculaire et les surfaces d'ischémie périphérique visualisées en OCT angiographie et une corrélation entre la sévérité de la rétinopathie diabétique et la densité capillaire maculaire. L'OCT reste aussi très important dans le bilan du patient diabétique et le bilan de sa maculopathie, avec détermination de signes associés comme le statut vitréen, la présence d'une membrane épirétinienne, de traction vitréomaculaire, la localisation des logettes cystoïdes, le nombre de ces logettes cystoïdes, la localisation fovéolaire ou extrafovéolaire et la présence de liquide sous-rétinien. Qu'en est-il du dépistage de la rétinopathie diabétique par intelligence artificielle? Eh bien en fait, les logiciels augmentent. Vous avez en particulier le Ophthalm qui fait l'objet d'un grand intérêt actuellement en France avec des études cliniques comme l'étude EVIRED. Attention, le dépistage de la rétinopathie diabétique, la question qui est posée à l'ordinateur est: y a-t-il rétinopathie diabétique? Oui, non. Et plus tard vont se développer des critères pour essayer de grader la rétinopathie diabétique. L'intérêt, ce seront aussi en fait les démarches de surveillance à domicile, avec soit la détection d'un syndrome maculaire pour le patient présentant des métamorphopsies, les rétinographies des couleurs que les patients peuvent faire eux-mêmes à partir de leur smartphone, ou bientôt le Home OCT. Nous allons aborder maintenant la partie du traitement de la rétinopathie diabétique avec le traitement de la rétinopathie diabétique périphérique.
En 2017-2018, la FDA a approuvé les anti-VEGF dans la rétinopathie diabétique périphérique, quel que soit le statut de la maculopathie, c'est-à-dire sans obligation d'avoir un œdème maculaire associé. Quels sont les avantages des anti-VEGF? Eh bien, ils permettent la régression des néovaisseaux, la diminution de la sévérité apparente de la rétinopathie diabétique, la régression de l'œdème maculaire diabétique, donc une efficacité anti-angiogénique et anti-œdémateuse. D'autre part, les anti-VEGF n'aggravent pas l'ischémie maculaire. Vous voyez ici sur ces clichés du docteur Dupas, un patient présentant une rétinopathie diabétique pré-proliférante sévère, 1 an après des anti-VEGF injectés mensuellement, où vous avez ce nettoyage de l'aspect du fond d'œil. Ce qui permet, dans les études cliniques, de montrer qu'il y a effectivement une amélioration du stade de la rétinopathie diabétique tel que déterminé par la rétinographie couleur. D'autre part, dans ces études, il ne s'agit pas du stade de rétinopathie diabétique de la classification Alphédiam ou Société française du diabète, qui a peu de stades, peu de grades, mais de cette échelle de sévérité ici, le TDRS, qui comprend beaucoup plus de grades, et quand vous avez une amélioration de 2 ou 3 grades, vous restez dans la même catégorie, mais vous passez par exemple de la proliférante compliquée à la proliférante à haut risque ou la proliférante modérée. Cependant, l'injection systématique et fréquente d'anti-VEGF dans la rétinopathie diabétique périphérique n'est pas un gage de stabilité ou d'amélioration de la rétinopathie diabétique. Ainsi, dans cette étude de 2018, on note que le traitement par anti-VEGF à 5 ans ne diminue pas le taux de néovaisseaux résiduels, la survenue d'hémorragie intravitréenne, le recours à la vitrectomie ou l'évolution vers un glaucome néovasculaire. En effet, le stade et le score de la rétinopathie diabétique tel que vu en imagerie rétinophotocouleur est complètement différent de la perfusion rétinienne. En fait, le stade de la rétinopathie diabétique sur les rétinophotocouleurs peut s'améliorer, mais sans qu'il y ait d'amélioration concomitante de la perfusion rétinienne, parce qu'il n'y a pas de corrélation entre les lésions cliniques en rétinophotocouleur et la non-perfusion sous anti-VEGF. Ce qui signifie qu'il va y avoir, certes avec les anti-VEGF, une restauration de la barrière hémato-rétinienne, ce qui veut dire moins de diffusion et une diminution du calibre des vaisseaux, mais absolument pas de reperfusion dans les zones déjà non perfusiées, et il y aura même quelques occlusions supplémentaires segmentaires. Ce qui signifie donc que si la surface de non-perfusion initiale a été suffisante pour déclencher l'apparition de néovaisseaux, dès que le traitement anti-VEGF va être arrêté, l'aire d'ischémie et de non-perfusion sera la même, et du coup, le risque de développer des néovaisseaux sera à l'identique, il n'y aura qu'un effet suspensif. Ainsi, le traitement de référence de la rétinopathie diabétique reste la panphotocoagulation rétinienne périphérique associée à des anti-VEGF, par exemple dans des situations particulières. Ainsi, la PRP, c'est le gold standard pour traiter les stades de rétinopathie diabétique non proliférante sévère ou de rétinopathie diabétique proliférante avec ou sans œdème maculaire diabétique. Les anti-VEGF peuvent être instaurés en adjuvant de la PRP, par exemple avant une chirurgie, dans une rétinopathie diabétique floride, dans une rétinopathie diabétique avec facteur de risque, dans le glaucome néovasculaire, le temps que la PRP soit efficace. De même, une fois que la PRP est terminée, s'il reste quelques néovaisseaux résiduels, des anti-VEGF peuvent être utiles. Maintenant, nous allons aborder l'œdème maculaire diabétique et comment bien conduire son traitement. Voici les traitements qui sont disponibles et qui ont l'AMM. Donc vous avez les anti-VEGF avec l'aflibercept et le ranibizumab. Hors AMM, il y a le bevacizumab. Et les corticostéroïdes avec l'implant intravitréen de dexaméthasone ou l'implant d'acétonide de fluocinolone. Attention à ne pas oublier le laser focal, assisté ou pas par ordinateur, qui permet de traiter les télangiectasies capillaires avec efficacité et qui permet de ne pas faire des injections intravitréennes d'anti-VEGF non nécessaires alors qu'il suffit d'un laser focal sur un œdème focal.
Quand doit-on débuter le traitement par anti-VEGF dans le cadre d'un œdème maculaire diabétique atteignant la fovea? Eh bien, il faut le commencer tôt. En effet, les études pivotales, plutôt anciennes, donc RISE and RIDE avec le ranibizumab et Vividevista avec la Flibercept, ont bien montré que quelle que soit la molécule, si vous avez un retard de traitement, il y a une perte de chance pour le patient et le groupe qui était anciennement traité par observation ne récupère jamais l'acuité visuelle des groupes traités par injection intravitréenne résiduelle. Donc on ne peut plus maintenant proposer aux patients un retard thérapeutique de 6 mois, 12 mois, 18 mois ou 24 mois, tel que c'était le cas dans ces études initiales. Donc ainsi, il faut traiter tôt et il faut traiter quand l'acuité visuelle ne s'est pas effondrée. Plus l'acuité visuelle initiale est bonne, plus l'acuité finale sera bonne. Maintenant, comment organiser le traitement? Premièrement, il faut éviter de sous-traiter. Et en général, le schéma de sous-traitement qui aboutit à un sous-traitement, c'est le schéma PRN, donc à la demande, puisqu'en fait, on perd du temps à chaque fois à voir le patient, à lui dire qu'il faut injecter, puis ensuite à injecter. Donc, plus il y a d'injections, plus l'œdème maculaire est contraint, meilleure est l'acuité visuelle, mais évidemment, il ne faut pas non plus tomber dans le piège du surtraitement. La phase d'induction doit être systématique, puisque c'est elle qui permet de gagner le plus d'acuité visuelle le plus rapidement possible. Et le gain d'acuité visuelle à 3 mois va être prédictif du gain à 1 an, si le traitement reste ensuite soutenu. Cette phase d'induction doit faire au minimum entre 3 et 5 injections intravitréennes, puisqu'en fait c'est à ce moment-là, au bout des 5 injections, que la phase de plateau d'acuité visuelle va être atteinte. La phase d'induction doit être ensuite suivie par un traitement qui doit être soutenu avec un nombre d'injections nécessairement assez élevé et adapté à la clinique pendant la première année. Si on utilise des corticostéroïdes, il fallait savoir qu'au départ, on n'avait pas la possibilité dans les études pivotales de traiter avant des délais qui étaient des délais de 6 mois, 4 mois ou 5 mois, alors qu'on sait que l'implant de dexaméthasone a un effet qui est autour de 4 à 5 mois. Et donc le délai moyen de réinjection est autour de 4 mois. Actuellement, l'implantation d'implants de dexaméthasone se fait à la demande, mais il convient d'être vigilant sur les premiers signes d'exsudation et d'injecter tout de suite pour éviter un effet yo-yo. Vous avez aussi l'implant d'acétonide de fluocinolone qui est plus récent, et cette série qui comprend les séries du club francophone des spécialistes de rétine, où 103 patients, 103 yeux ont été suivis. Le patient ont reçu une injection d'acétonide de fluocinolone, ce qui a permis sur 1 an une stabilisation de l'acuité visuelle, une stabilisation de l'épaisseur rétinienne centrale, avec aucun signe en termes de sécurité sur la pression intraoculaire. Quels sont donc actuellement les algorithmes thérapeutiques dans l'œdème maculaire diabétique? L'algorithme le plus récent date de 2019-2001 dans l'European Journal of Ophthalmology. Le choix du traitement pour l'œdème maculaire diabétique se fait déjà après sélection des contre-indications ou des non-indications. Ainsi, par exemple, si un patient n'est pas disponible pour faire une dose de charge et un traitement soutenu la première année par anti-VEGF, eh bien, un traitement par implant de dexaméthasone est plus approprié du fait de la durabilité de la molécule. Si le patient présente des contre-indications à la dexaméthasone, comme un glaucome non équilibré, une aphakie, une iridotomie périphérique large, un implant, pas de sulcus, mais un implant de type artisan ou de type Carleval, et bien du fait de la possibilité du passage de l'implant de dexaméthasone du segment postérieur à antérieur, ce n'est pas la bonne molécule à injecter, et à ce moment-là, les anti-VEGF seront privilégiés. En cas d'histoire cardiovasculaire récente, eh bien on est quand même prudent et les anti-VEGF sont à reculer. En cas de rétinopathie diabétique proliférante, ou de rubéosyrienne ou de glaucome néovasculaire, eh bien les anti-VEGF sont à privilégier et rapidement de leur effet suspensif sur la prolifération néovasculaire. Si le patient est phaque et jeune, il vaut mieux privilégier les anti-VEGF. Si le patient est pseudophaque, le traitement par anti-VEGF ou dexaméthasone peut être choisi.
Enfin, si le patient présente en tant que biomarqueur des points hyperréflectifs, des exsudats fréquents, un œdème maculaire chronique, eh bien on sait qu'il est inflammatoire et à ce moment-là, un implant de dexaméthasone sera plus efficace. En 2022, l'algorithme a été précisé pour l'acétonide de fluocinolone. L'acétonide de fluocinolone peut être réalisée après un plan de dexaméthasone, ce qui permet d'avoir déjà une idée du comportement intraoculaire sur l'œdème maculaire et sur la pression intraoculaire d'une injection intravitréenne de corticostéroïdes. Si le patient est injecté par un plan de dexaméthasone, que le traitement fonctionne et que le traitement ne nécessite pas de réinjection fréquente, eh bien le patient peut rester sous un plan de dexaméthasone. Si celui-ci trouve que ça fonctionne mais que les injections sont trop fréquentes, eh bien un implant d'acétonide de fluocinolone peut être réalisé. Si ensuite le patient est moyennement répondeur à l'implant de dexaméthasone, il faut se reposer la question de l'équilibre général, tester les anti-VEGF si le patient n'avait pas eu d'anti-VEGF avant, refaire l'angiographie et à ce moment-là, eh bien soit on peut se diriger vers un implant d'acétonide de fluocinolone, soit vers une association anti-VEGF et un plan de dexaméthasone. Quelles sont maintenant les molécules pour demain? Celles qui pour l'instant ne sont pas disponibles sur le marché dans tous les pays, mais qui ont une autorisation de mise sur le marché, soit déjà obtenue par la FDA ou l'Agence européenne du médicament, soit en cours d'obtention. Donc il y a le brolucizumab, avec les études Kestrel et Kite dans le diabète, avec plusieurs sites, qui a démontré une non-infériorité du brolucizumab avec 2 dosages par rapport à la aflibercept. Le maintien des gains d'acuité visuelle était comparable à 2 ans à ceux de la aflibercept. L'intérêt était l'espacement des traitements à 2 ans, avec 67% de patients qui étaient en 8 semaines, 33% en 12 semaines dans Kestrel et 52% en 8 semaines, 23% en 12 semaines et 24% à 16 semaines dans Kite. Donc à 2 ans, un moindre nombre d'injections dans les groupes brolucizumab versus aflibercept, que vous voyez ici. Et la tolérance dans le diabète n'est pas la tolérance qu'on peut retrouver dans l'œdème, enfin la dégénérescence maculaire liée à l'âge, et à ce moment-là, il n'y a pas eu de signaux inflammatoires particuliers dans l'œdème maculaire diabétique. L'AMM européenne a déjà été donnée pour le brolucizumab dans l'œdème maculaire diabétique. Il y a le faricimab, qui est en fait le développement d'un anticorps bispécifique contre l'angiopoïétine 2 et l'anti-VEGF-A. De la même façon, les gains d'acuité visuelle avec le faricimab, toutes les 8 semaines ou jusqu'à 16 semaines, étaient non inférieurs à l'aflibercept toutes les 8 semaines, à 1 an et à 2 ans. L'intérêt était la durabilité de la molécule, avec 71% des patients qui étaient très rapidement, donc à la semaine 52, en régime de traitement toutes les 12 ou toutes les 16 semaines. Il n'y a pas de signaux particuliers d'inflammation ou de mauvaise tolérance avec le faricimab qui a aussi obtenu l'AMM. La troisième molécule qui va bientôt arriver est l'aflibercept 8 mg avec l'étude Photon, où vous avez 3 groupes, un groupe d'aflibercept 2 mg toutes les 8 semaines, un groupe de 8 mg toutes les 12 ou toutes les 16 semaines. De la même façon, il n'y a pas d'infériorité entre les 3 groupes de patients à la semaine 48 et l'intérêt en fait est la tolérance d'une part et la durabilité du traitement avec un grand nombre de patients qui sont à 12 ou 16 semaines. Attention, dans toutes ces études, il faut faire attention aux critères d'inclusion et aux critères de retraitement. Voilà donc ce panorama de l'œdème maculaire diabétique et de la rétinopathie diabétique en 2022. Je vous remercie pour votre attention et je suis disponible pour des questions. Merci.
Oui, pardon, rappelez-moi. Encore une dernière personne? Bonjour à tous, je suis confuse, mais je ne vous entends pas. On va clôturer cette liste-là. Autrement, vous pouvez m'envoyer les questions sur le chat. J'ai accès au chat. Mais là, je ne vous vois plus et je ne vous entends plus. Bevacizumab. Vu son coût, c'est plus ou moins le produit le plus accessible dans notre sous-région. Et donc, je voudrais savoir quels sont les problèmes qui se posent sur l'autorisation de bevacizumab. Pardon? Je ne sais pas si vous m'entendez. Si c'était sur le bevacizumab, je vais répondre, mais je ne sais pas si vous entendez. Il n'y a pas d'autorisation de mise sur le marché sur le bevacizumab. Donc, il est utilisé off-label. Il est très largement utilisé. Et en fonction des contrées, en fait, vous avez des autorisations temporaires d'utilisation, mais pas dans toutes les indications. Pas entendu la première partie. Alors, vous parliez bien du bevacizumab, là je recommence à vous entendre. Oui, c'est bien ça. Donc, oui, alors, le bevacizumab, en fait, n'a pas d'autorisation de mise sur le marché nulle part. Il est autorisé en fonction des décisions de chaque pays. Ce qui signifie en fait que vous avez des pays qui ont accès et d'autres pas. Et si vous y avez accès aussi, certains pays remboursent et d'autres pas. Et en ce qui concerne notre pays, donc il n'y a pas d'autorisation de mise sur le marché, il est autorisé uniquement en autorisation temporaire d'utilisation, où en fait il faut que ce soit une demande hospitalière pour avoir accès au produit et pas dans toutes les indications. Donc le bevacizumab est largement utilisé et c'est un très bon produit, mais malheureusement il est utilisé off-label parce que le laboratoire n'a pas demandé d'AMM sur ce produit dans cette indication-là. C'est à peu près le même maniement que le ranibizumab, avec une phase d'induction mensuelle, puis ensuite un espacement des injections. Merci, c'est Dr Kabangou. C'est juste pour savoir si les injections intravitrines des anti-VEGF et corticoïdes, s'il a eu à comparer l'évolution sur le plan de l'OCT maculaire, s'il faisait dans le follow, s'il a eu à comparer et quelle est l'option qu'on peut adopter par rapport à l'évolution positive sur le plan de l'imagerie, notamment OCT maculaire. Et deuxièmement, je ne sais pas s'il a eu des cas avec le glaucome et rétinopathie diabétique, s'il a eu à utiliser quelle molécule, si c'est les corticoïdes par exemple, quelle était l'évolution sur le plan de la pression extra-oculaire et comment elle a pu gérer éventuellement cette situation. Merci. Alors, j'espère que vous m'entendez. J'ai bien saisi la première question. Il n'y a pas d'études comparatives sur l'OCT entre les anti-VEGF et les corticostéroïdes, mais on peut les comparer sur chaque étude séparément, parce que la cinétique de chaque molécule n'est pas du tout la même. Les corticoïdes, quand ils assèchent, ont un effet asséchant très rapide, et l'épaisseur maculaire descend très très rapidement. Différemment des anti-VEGF,
où l'effet asséchant est un petit peu plus prolongé et difficile dans le temps, d'où la nécessité de plusieurs injections. Donc, si on peut parler de puissance d'effet asséchant, théoriquement, il y a plus d'assèchement sur les corticostéroïdes par rapport aux anti-VEGF. Maintenant, ce que vous avez souligné est tout à fait juste, et j'espère que j'ai bien compris le sens de la deuxième question. La problématique, c'est la gestion des effets secondaires par rapport aux corticoïdes, et que si on veut chez un patient un effet asséchant rapide, mais qu'on a un souci sur la pression oculaire, on a les mains un petit peu liées par rapport aux corticostéroïdes. D'où le fait de passer par un anti-VEGF. Ce qu'il faut savoir effectivement, c'est que chaque patient ne va pas produire la même quantité de toutes les cytokines inflammatoires, vont être très producteurs de VEGF et d'autres très producteurs des autres cytokines non VEGF. Et à ce moment-là, c'est pour ça qu'on va avoir des patients qui vont très bien répondre d'emblée aux anti-VEGF et d'autres plutôt aux corticostéroïdes, ce qui pose aussi la question parfois de traitements combinés sur des œdèmes très chroniques chez des patients qui vont hyper exprimer et du VEGF et des corticostéroïdes. J'espère que j'ai répondu à votre question. Pour la pression intraoculaire, en fait, en général, on propose d'injecter les corticostéroïdes chez les patients qui n'ont pas de problème de pression ou qui ont une monothérapie pour la tension oculaire. Mais dès qu'on dépasse une bithérapie, on est beaucoup plus précautionneux sur le risque d'hypertonie oculaire avec corticostéroïdes. J'espère que j'étais assez complète. Je m'excuse à l'avance si je n'ai pas entendu tout le reste de votre question. Nous allons passer la parole au professeur Fanny. Bonjour, moi j'ai deux questions. La première question concerne la phase d'induction. Vous avez dit de 3 à 5 injections. Alors, vous allez jusqu'à... Qu'est-ce qui vous motive? Quels sont les critères sur lesquels vous basez? Bonjour, professeur. Alors, en fait, pour la phase d'induction, il y a deux attitudes en fonction de la molécule, mais généralement, on programme les 5 injections, mais on fait un point au patient 1 mois après la 3e injection, donc comme vous dites, à la 4e, pour voir déjà quel est le pourcentage de réponse. Et pour estimer si on poursuit de façon mensuelle, bien que généralement, on ne switche pas avant le 6e mois, c'est-à-dire avant la fin de la phase d'induction. Mais vous avez raison, si on prend l'option d'un patient qui est non répondeur complètement, il est assez inutile de se dire qu'on va continuer la phase d'induction si on a 0 efficacité après 3 injections. Mais si au 4e mois, donc avant la 4e injection, on a déjà de 25 à 50 ou plus d'efficacité sur l'épaisseur rétinienne, vous avez des répondeurs qui sont un petit peu plus lents. Recording in progress. Et auquel cas, eh bien, ça vaut encore le coup de poursuivre les injections. Mais donc, pour répondre clairement à votre question, on peut très bien faire une visite intermédiaire 1 mois après la 3e injection pour déterminer le statut de réponse, puisqu'en fait, la littérature a montré qu'effectivement, la visite du 3e mois était quand même assez prédictive de ce qui allait se passer après. Est-ce que pour ma deuxième question qui concerne les risques d'atrophie choriorétinienne, est-ce vrai que des injections itératives peuvent entraîner une atrophie choriorétinienne? Est-ce vrai que cette atrophie choriorétinienne peut avoir une conséquence, bien sûr, sur la fonction visuelle? C'est une très intéressante question qui a été très débattue. Et là, il semble qu'on revienne sur ce qui a été dit à ce sujet. A priori, ça ne concerne absolument pas le diabète, qui n'aurait pas la même évolution, et les anti-VEGF ne vont pas augmenter l'ischémie et la non-perfusion. Mais dans la DMLA, effectivement, avec les études 4, ont été mises en question le fait qu'avec des injections trop importantes d'anti-VEGF, on aboutirait à une cicatrice atrophique. Mais en fait, cette notion n'est pas retrouvée dans les études récentes. Et d'autre part, il faut faire la différence entre cette évolution liée au traitement et l'évolution naturelle de la pathologie,
tel qu'on peut le voir par exemple dans l'exemple des myopies fortes, où en fait on a l'expérience des patients non traités pour lesquels les néovaisseaux vont fibroser à la fin et vont créer une atrophie. Donc il semble que l'évolution atrophique et fibrotique soit l'évolution naturelle non traitée ou l'évolution naturelle traitée, mais à ce moment-là, moins proéminente que si le patient n'avait pas été traité. Donc actuellement, c'est beaucoup plus en fait remis en question cette évolution, cette action d'atrophie des traitements anti-VEGF, et il semblerait que ça ne soit pas en tout cas ce qui était proposé au départ, et donc qu'on ne puisse pas dire pour l'instant que les anti-VEGF injectés trop fréquemment aient une tendance à atrophier. Donc c'est plutôt sécurisant pour l'instant. Est-ce qu'on peut continuer à faire des injections vitam aeternam? La question, alors, effectivement, c'est encore une très bonne question, puisque c'est encore plus important de se poser la question que maintenant, dans certains pays, l'autorisation de mise sur le marché est aussi donnée pour des injections faites sans œdème maculaire diabétique pour la rétinopathie diabétique périphérique. Et pour là, en fait, on s'est aperçu que non seulement on ne réglait pas le problème complètement, mais que ça signifiait qu'il faille faire des injections mensuelles ou tous les 2 mois ou tous les 3 mois, mais comme vous disiez, ad vitam, puisqu'en fait, l'ischémie rétinienne n'est pas traitée et quand le traitement s'arrête, l'ischémie qui est présente va encore s'exprimer si le patient n'est pas traité par laser. Donc, ça signifie en fait que pour la rétinopathie périphérique, on ne peut pas pour l'instant considérer en termes de politique de santé et en termes de poids pour un individu qu'on puisse proposer ce type de traitement ad vitam et que du coup, la PRP est quand même la meilleure version. Et pour les œdèmes maculaires diabétiques, quand même, on s'aperçoit qu'avec le temps, il y a une phase de traitement initiale, mais que le nombre d'injections avec les années décroît. Et que du coup, on va aller vers une surveillance ad vitam, mais pas forcément à des injections ad vitam. Nous allons maintenant passer la parole au professeur Gabi pour sa question. Je peux? Merci professeur pour ce tour d'horizon sur un sujet qui devient de plus en plus pratique et fréquent dans notre milieu, dans un contexte de non-disponibilité de toutes ces molécules dont vous avez parlé et de tous ces moyens dont vous avez parlé. Donc c'est un sujet très intéressant. Si j'ai bien compris, on ne prend plus un niveau d'acuité visuelle pour indiquer le traitement de l'œdème maculaire diabétique. Vous avez bien dit qu'il faut commencer le traitement même avec une acuité visuelle normale. Est-ce qu'il y a un niveau d'épaisseur, un niveau d'augmentation d'épaisseur de la macula auquel il faut commencer? Et je reviens un peu à la question du professeur Fanny. À quel moment on doit arrêter le traitement? Deuxièmement, vous avez fait un très bon exposé sur le fait qu'il y a des patients qui ont des cytokines pro-VEGF et d'autres qui n'en ont pas. Est-ce qu'il y a un moyen de le savoir avant d'instaurer le traitement? Je parle toujours dans notre contexte où il n'y a pas d'Ozurdex, on n'a que le bevacizumab qui est accessible de façon géographique et même financière. Alors, donc pour répondre à la dernière question, on peut déterminer si en fait le patient est très inflammatoire un peu sur l'OCT, mais ça reste des biomarqueurs qui ne sont pas parfaits. Donc ainsi, si le patient a beaucoup de liquide sous-rétinien, qu'il a du gris, qu'il a beaucoup de points hyperréflectifs, par exemple, ou une rétine très chargée à la fois en œdème et en tous ces éléments, on admet en général que du coup, c'est un patient qui ne va pas exprimer que du VEGF. Donc, qui est plus sur un traitement corticoïde, mais qui peut aussi être réalisé, et c'est ce qu'on fait parfois, chez des patients chez qui la voie intraoculaire ne peut pas être faite, on injecte du Kenacort 16 mg en sous-conjonctival à 6 heures.
Ça permet justement de ne pas utiliser d'Osurdex et d'avoir un effet corticostéroïde. Donc du Kenacort en sous-conjonctival à 6 heures. Ensuite, effectivement, après, on est limité par le fait que si on veut vraiment savoir quel est le profil cytokinique du patient, à la base, il faudrait faire une ponction de chambre antérieure et envoyer au laboratoire, ce qu'on ne fait jamais et ce qu'on ne peut pas faire de toute façon parce qu'il n'y a pas de kit disponible. Donc, on est obligé de regarder uniquement sur l'OCT et sur tous ces marqueurs que je vous ai cités, à savoir liquide sous-rétinien, point hypereffectif et gris en association à un œdème maculaire. En ce qui concerne maintenant l'acuité visuelle, en fait, on ne peut pas traiter l'œdème maculaire à toutes les acuités visuelles. Par exemple, si le patient a 9 dixièmes ou 8 dixièmes, ça reste encore une solution où on peut attendre. Mais au-dessous de 8 dixièmes, effectivement, on peut proposer, bien que, en fonction des pays, les autorisations de mise sur le marché soient encore mises à 5 dixièmes, ce qui pose un problème réglementaire. Mais on traite tous au-dessous de 8 dixièmes, et au-dessus de 8 dixièmes, on patiente quand même un peu que le diabète soit bien réglé, comme la tension artérielle, l'équilibre diabétique et le temps passé à la cible. Ce qui fait qu'ensuite, c'est quand même encore un critère composite pour le début de traitement, à savoir l'OCT et l'acuité visuelle en association. Mais comme vous l'avez pertinemment dit, il n'y a pas de corrélation stricte entre l'épaisseur rétinienne et l'acuité visuelle. Donc, c'est une discussion aussi à avoir avec le patient sur quand débuter le traitement. Si l'épaisseur rétinienne est au-dessus de 400-450 microns avec des logettes fovéolaires et que l'acuité visuelle a baissé, la question ne se pose pas. Si l'acuité visuelle est encore maintenue mais qu'elle est en train de baisser, il faut aussi commencer à traiter parce que la fois d'après, le patient aura en fait une baisse d'acuité visuelle qui sera assez importante. Maintenant, si vous avez un patient qui commence à baisser, qui est à 8 dixièmes ou 9 dixièmes, avec un œdème qui a une petite part focale, mais qu'on ne peut pas traiter par laser parce que c'est trop proche, et pour lesquels les logettes commencent un peu à envahir la macula, mais en étant juxtafovéolaire, là on peut patienter un peu aussi. Mais toujours est-il que même si on peut avoir accès à tous ces traitements, rien ne remplace un laser focal bien fait, et rien ne remplace une panphotocoagulation bien faite. Donc il y a beaucoup de patients chez qui on ne va pas proposer non plus forcément des injections intravitréennes si on peut traiter la part focale ou pour la périphérie, la part périphérique. Merci. Merci, professeur. Nous allons encore passer une deuxième liste de questions, mais la dernière, parce que le sujet est intéressant, on ne va pas continuer éternellement à poser des questions. Donc, encore une liste. Il demande d'arrêter. On prend une personne, il demande d'arrêter. Il demande d'arrêter. Donc, on va poursuivre nos travaux et on va acclamer le professeur Bailif. Merci pour votre invitation. Au revoir et merci beaucoup. Merci. La suite du programme. Nous avons la conférence numéro 10, intitulée « Pratique des injections intravitréennes en Afrique subsaharienne » par professeur Maloba. Chers professeurs, chers modérateurs, chers conférenciers, bonjour. C'est un grand honneur aujourd'hui pour moi de me tenir ici pour vous parler de la pratique des injections intravitréennes en Afrique subsaharienne. Je profite aussi de l'occasion pour remercier les organisateurs de ces assises. En guise d'introduction, le plan adopté, c'est celui-ci. Nous allons parler, je vais faire un petit
tour d'horizon sur les généralités, je placerai un petit mot sur les indications et les molécules à injecter dans la cavité vitréenne. Il y a le protocole à suivre, les effets secondaires, les complications, les défis en Afrique subsaharienne et la conclusion. Alors, la cavité vitréenne, comme nous le savons tous, occupe les 4/5e du globe oculaire. Il s'agit d'une interface vitréo-rétinienne qui joue un rôle important dans la physiopathogénie des affections rétiniennes, principalement dans la rétinopathie diabétique, les syndromes de traction vitréo-maculaire, les trous maculaires, le décollement des rétines et les proliférations vitréo-rétiniennes. Dans toutes ces affections, le vitré maintient ses attaches solides entre le cortex et la rétine, formant un vitréoschisis, la prolifération cellulaire et fibrovasculaire. Quelle est la particularité au niveau du globe oculaire? Ce qu'on a comme particularité par rapport aux autres parties ou aux autres organes du corps humain, c'est l'existence des barrières oculaires. Nous avons la barrière hémato-oculaire qui joue un rôle important dans la pénétration et l'élimination des antibiotiques et des autres molécules, déterminant ainsi leur demi-vie intraoculaire. Celle-ci est composée par la barrière hémato-aqueuse qui intervient dans la production de lumière aqueuse et son opération, et la taille des pores à travers lesquels doivent passer les molécules est d'environ 200 nanomètres de diamètre. Cette barrière hémato-aqueuse est composée par l'épithélium ciliaire et le capillaire rétinien. Quant à la barrière hémato-rétinienne, celle-ci intervient dans la protection, l'homéostasie du vitré et de la rétine. Et à ce niveau, le diamètre ou les pores par lesquels doivent passer les molécules est encore trop étroit. Ce qui pousse l'indication ou les sites d'injection, là où on doit déposer les médicaments, dans le vitré, parce que si celui-ci est instillé au niveau de la conjonctive par la voie périoculaire, le principe actif censé aller agir au niveau du vitré de la rétine sera en très faible concentration. Alors, cette barrière hémato-rétinienne est composée par les cellules endothéliales du capillaire rétinien et les cellules de l'épithélium pigmenté dans sa partie externe. Il n'y a pas que la barrière hémato-oculaire au niveau du globe oculaire. Nous avons également la barrière cornéenne qui est composée par l'épithélium cornéen et conjonctival. Cette barrière est lipidique. Par contre, au niveau du stroma, la barrière est hydrophile, ce qui nous pousse rapidement à comprendre que les produits liposolubles traversent facilement cette barrière-là. Alors, l'existence de ces barrières pousse aussi à avoir plusieurs voies d'administration des médicaments au niveau de l'œil. C'est pourquoi on a la voie topique, la voie orale, la voie intraveineuse, la voie périoculaire, intracamérulaire et les injections intravitréennes. Avec bien sûr, chaque fois une indication particulière. C'est au cas par cas. Au niveau de l'œil, plusieurs familles, plusieurs classes pharmaceutiques sont utilisées pour soigner les maladies. Nous avons les anti-infectieux, les anti-inflammatoires stéroïdiens et non stéroïdiens, les mydriatiques, les anesthésiques locales, les hypotonisants oculaires, les cicatrisants et les anti-VEGF. Quelle est la particularité en ophtalmologie? Mes prédécesseurs en ont parlé. Le médicament utilisé a 3 composantes. Nous avons le principe actif, nous avons l'expiant et les conservateurs. Et que tout médicament utilisé a une sélectivité d'action avec la fixation du principe actif sur les sites précis de l'œil en fonction de chaque indication et en fonction de l'affection que l'on veut traiter. Et que la moitié des médicaments utilisés en ophtalmologie est sous forme de collyre. C'est par exemple quand on instille une goutte de collyre, sa pénétration intraoculaire est estimée à environ 3 à 5% du principe actif, ce qui diminue aussi sa pénétration par la voie systémique.
à cause de l'existence de ces barrières hémato-rétiniennes. Et que uniquement une très faible concentration du produit actif évitera des effets indésirables. Ici, il est également question de biodisponibilité. La conférencière qui m'a précédée en a parlé. Pourquoi le choix de la cavité intravitréenne pour aller déposer les médicaments anti-VEGF et corticostéroïdes? Parce que ce qu'on vise, c'est un traitement qui est un peu ciblé parce qu'au niveau de l'œil, il y a des compartiments. Il y a plusieurs compartiments. Le compartiment en soi, c'est le volume fictif qui est composé par plusieurs secteurs anatomiques où le médicament est censé aller agir. Si je dois prendre l'exemple des collyres qui sont utilisés, ces derniers vont traverser plusieurs milieux. On a le film lacrymal, nous avons la cornée, la conjonctive, la cornée à travers les cul-de-sac, on a l'humeur aqueuse, la pupille, le médicament traverse la pupille à l'iris, le vitré, l'angle iridocornéen, ça doit arriver au niveau du vitré pour atteindre par la suite la rétine. Et que cette biodisponibilité tient compte du type de molécule à utiliser, sa concentration qui est même la dose, s'il est liposoluble ou hydrosoluble, de sa capacité à se fixer sur les protéines plasmatiques et de sa distribution au niveau des différents tissus oculaires. Alors, la cavité intravitréenne offre l'avantage d'être un réservoir où des niveaux élevés des principes actifs sont déposés, peuvent être déposés et maintenus pendant longtemps, ce qui est le cas pour les corticostéroïdes, dépassant de loin les concentrations qui pourraient être obtenues en utilisant les autres voies périoculaires, et puis avec un faible taux d'effet secondaire. Quelles sont les conséquences de l'inflammation sur l'état de la barrière hémato-oculaire? Parce que dans tous les cas, pour qu'il y ait dysfonctionnement de la barrière hémato-rétinienne, on doit avoir un désordre sur le fonctionnement ou la concentration en calcium ou sur l'activité enzymatique ou au niveau du cytosquelette, ce qui va modifier la perméabilité des jonctions serrées que l'on retrouve au niveau de l'endothélum des capillaires rétiniens. Dans le même cas, quand il y a inflammation, il y a certains stimuli extracellulaires qui interviennent, c'est en termes de glucocorticoïdes, de l'hydrocortisone et des acides gras polysaturés qui agissent dans le sens de renforcer cette intégrité de la barrière hémato-rétinienne. Ce qui justifie l'usage des corticoïdes en cas de pathologie vitréo-rétinienne. Parce qu'il fallait commencer par ce qui est un peu basique pour comprendre pourquoi est-ce qu'on recourt aux corticoïdes et aux anti-VEGF dans le traitement des pathologies vitréo-rétiniennes. Quelles sont les indications des molécules à injecter? Alors, quant aux molécules à injecter, il y en a plusieurs. Chaque molécule a son indication particulière. Les anti-VEGF, par exemple, sont utilisés en cas de dégénérescence maculaire liée à l'âge exudative, dans les occlusions veineuses rétiniennes, en cas d'édème maculaire diabétique, en cas de glaucome néovasculaire, en cas de néovaisseaux choriorétiniennes, en période préopératoire, quand la néovascularisation est très grave, et aussi en cas de néovascularisation résiduelle floride après la photocoagulation panrétinienne. Quant aux corticoïdes, ceux-ci sont utilisés pour soigner les cas d'occlusion veineuse rétinienne, en cas d'œdème maculaire, les uvéites postérieures persistantes, en cas de rétinite virale. Les antibiotiques sont aussi utilisés en cas d'endophtalmie. Il y a la vitréolyse enzymatique, c'est le cas par exemple de la plasmine, pour aller couper, sectionner les adhérences vitréo-rétiniennes symptomatiques. Les antiviraux sont aussi utilisés, les antimycosiques et les immunosuppresseurs. Ici, je projette quelques images des pathologies pour lesquelles les injections intravitréennes sont utilisées. Cette photographie, on voit qu'il y a beaucoup de néovaisseaux. Les néovaisseaux de grande taille prépapillaire et prérétiniens.
Ici, c'est surtout l'édème maculaire à cause de la présence des exsudats qui nous intéressent. Sur l'autre photo, c'est un cas d'occlusion de la veine centrale de la rétine. Là, c'est des néovaisseaux iriens qui sont très visibles et ont entraîné un glaucome néovasculaire. Ici, il s'agit d'une endophthalmie et là, la dégénérescence maculaire liée à l'âge. Pour mieux comprendre, pour mieux poursuivre cet exposé, j'ai préféré prendre l'exemple d'une pathologie pour laquelle les injections intravitréennes sont utilisées. Étant donné que la rétinopathie diabétique est la première pathologie vasculaire rétinienne, c'est pourquoi j'ai préféré faire un aperçu là-dessus. Comme vous le savez tous, celle-ci est provoquée par un taux d'hyperglycémie chronique qui n'est pas bien contrôlé et que le diabète est un problème majeur de santé publique tant par sa prévalence en forte augmentation que par la gravité des complications que ces derniers génèrent et par l'impact de la qualité de vie des personnes qui en souffrent. Le diabète entraîne plusieurs complications au niveau de l'œil, du rein et du cerveau et aussi au niveau des membres. C'est la première cause de l'insuffisance rénale et aussi la première cause d'amputation non traumatique des jambes sous d'autres cieux. Et puis, c'est la première cause de cécité de l'adulte. Une étude menée ici à Kinshasa par Vito avait également démontré que le diabète est la première cause chez les diabétiques congolais jeunes. Pourquoi le diabète en Afrique subsaharienne? Nous avons les facteurs de risque modifiables et non modifiables, parmi lesquels nous citons la transition nutritionnelle, le surpoids, l'obésité, l'urbanisation, la sédentarité, l'hérédité et l'âge. Comme facteur de risque de progression ou d'apparition de la rétinopathie diabétique, nous retenons l'ancienneté du diabète, c'est connu, le déséquilibre glycémique, l'hypertension et l'hyperlipidémie. Les difficultés de prise en charge du diabète et de la rétinopathie diabétique en Afrique subsaharienne sont connues. Nous avons la chronicité de la maladie elle-même, l'éducation au diabète dans notre sous-région qui est vraiment limitée, les difficultés d'une diététique adaptée, les systèmes de santé inadaptés, la haute fréquence des complications liées au diabète, la mortalité associée au diabète, les problèmes spécifiques des enfants atteints de diabète de type 1, le rôle de la médecine traditionnelle, l'accès limité au dépistage et au traitement de la rétinopathie diabétique et de l'édème maculaire. Ici, je voudrais quand même illustrer quelque chose parce que nous savons, comme nous le savons tous, le diabète entraîne plusieurs complications au niveau du corps humain. Et en ce qui me concerne ici, c'est pour attirer l'attention que d'abord, il affecte les sujets jeunes et que ce même sujet jeune peut se retrouver avec un membre inférieur amputé. En plus de cette amputation, il peut également développer une rétinopathie diabétique pouvant le conduire jusqu'à la cécité. Dans ma pratique quotidienne, j'en ai déjà rencontré. La prise en charge est extrêmement lourde. C'est un traitement qui se fait à vie. Les objectifs glycémiques à atteindre sont... l'objectif glycémique, c'est celui-là. Il faut un taux d'hémoglobine glyquée inférieur à 6,5%, une bonne tension artérielle et le taux de LDL cholestérol. La rétinopathie diabétique proliférante est considérée comme la première cause de cécité légale dans la population active. Les manifestations ophtalmologiques du diabète sont multipolaires, mais dominées par la rétinopathie diabétique à cause de sa fréquence, des progrès réalisés pour son diagnostic et son traitement, et surtout de son intérêt comme marqueur de gravité du diabète. Cette maladie a fait l'objet de plusieurs études et publications. Et que les moyens de sa prise en charge sont connus. Une étude menée à Lubumbashi, que moi-même j'avais menée, avait démontré que l'âge moyen des patients, dit s'il vous plaît, variait entre 57, plus ou moins 11 ans chez tous les patients diabétiques, et que celui-ci variait entre 54, était de 55
pour 55 plus ou moins 9 ans chez les patients présentant une rétinopathie diabétique proliférante. Et parmi eux, il y en avait ceux qui avaient un problème d'édème maculaire chez qui des injections intravitréennes pouvaient être indiquées. Je vais passer sur la physiopathologie, elle est déjà connue. La conférencière qui m'a précédée en a parlé, ainsi que la classification. Les facteurs de risque sont également connus. Le traitement, c'est par les rayons laser, la photocoagulation panrétinienne, qui permet de réduire le risque d'évolution vers la cécité à environ 50%. Et cette photocoagulation panrétinienne permet de réduire la néovascularisation à 70 à 90%. Il est évident que la photocoagulation panrétinienne a des effets secondaires qui sont également connus. Comme complication majeure que nous rencontrons chez les patients diabétiques, c'est la maculopathie édémateuse. Malgré un traitement au laser bien conduit, parfois on est gêné si le malade ne recouvre pas la vision. Et que s'il y a un édème maculaire associé à une rétinopathie diabétique proliférante, il est conseillé de faire d'abord un laser maculaire avant de procéder à la photocoagulation panrétinienne et avec bien sûr des contrôles en OCT. Parlons des injections intravitréennes en cas d'édème maculaire diabétique et en cas de la néovascularisation irienne et rétinienne par le traitement aux corticoïdes et aux anti-VEGF. Ici, je vais placer un petit mot concernant les anti-VEGF. Ceux-ci agissent en se liant directement au vasculaire endothélium gros facteur ou à son récepteur, en inhibant la synthèse de ces facteurs de croissance néovasculaire, en inhibant également la cascade de la signalisation en aval de ces facteurs de croissance. Ce qui conduit à la régression des néovaisseaux iriens. Plusieurs études menées dans le monde l'ont démontré, et localement, il y a Kabesha qui l'a aussi démontré. L'association du laser maculaire au traitement par les anti-VEGF n'a pas démontré d'effet supérieur par rapport à quand les anti-VEGF sont utilisés seuls. Et que ces injections antivitréennes aux anti-VEGF permettent un gain d'acuité visuelle de 10 lettres chez 40 à 60% des cas. Ceci a été prouvé par plusieurs études, que quand on doit faire le laser maculaire seul, là, le gain visuel ne se fait pas très rapidement. Comme molécule anti-VEGF utilisée sous d'autres cieux et dans certains pays d'Afrique subsaharienne, il y en a, c'est toute une liste qui est là, que je vous présente, mais ici, par rapport au coût et à la disponibilité, c'est surtout le bevacizumab qui est disponible. Et que ici, ce qu'on doit retenir, c'est que chaque anti-VEGF a son mode d'action. Il se fixe sur une protéine particulière. L'efficacité de ces anti-VEGF a été prouvée par plusieurs études que voici. Concernant les corticoïdes, nous avons l'acétonide de triamcinolone qui contient un conservateur. C'est les corticoïdes le plus communément injectés. Moi aussi, je l'utilise. Il y a l'implant de dexaméthasone et l'acétonide de fluoroquinolone. C'est utilisé parce qu'au niveau de la rétine, il existe des agonistes sélectifs de ces récepteurs aux glucocorticoïdes. Son mécanisme d'action n'est pas connu, mais on envisage plus son action anti-inflammatoire. Concernant dia suivante. Concernant les antibiotiques, c'est plus indiqué en cas d'endophtalmie qui est une urgence ophtalmologique. C'est une urgence thérapeutique pour laquelle, avant tout traitement, dont le traitement est conditionné par un prélèvement préalable, c'est seulement après avoir fait l'examen
en laboratoire qu'on peut débuter les traitements parce que c'est grâce à ce traitement, à cet examen qu'on peut déterminer le germe en cause. On peut procéder au frottis conjonctival, à la ponction de la chambre antérieure ou à la ponction du vitré si celui-ci est trouble. Souvent, on recourt à l'association de 2 antibiotiques. Il y a un corticoïde qui est aussi associé lors de la 2e injection dans la cavité intravitréenne. Il y a les antibiotiques par voie systémique qui sont également prescrits. C'est principalement la ciprofloxacine, le quinolone, qui traverse mieux les barrières oculaires. Il y a les injections sous-conjonctivales au cortisone qui sont pratiquées pour traiter le même cas d'endophtalmie. Il y a le traitement local qui est associé par il y a tout un protocole par rapport à cela. Alors, ce qui est conseillé, c'est d'avoir un petit carnet de bord dans le cabinet de consultation pour ne pas se tromper sur les différentes doses et même la concentration de la molécule à utiliser et que chaque praticien doit prendre soin de lire sur le flacon la concentration du médicament injecté. Je peux donner l'exemple du Kenacort parce qu'il en existe aussi ceux qui sont dosés à 80 mg. Il faut toujours lire parce que ce qu'on doit donner, c'est le 1/10. Dia suivante, s'il vous plaît, parce que j'avais déjà résumé le traitement par les corticoïdes et autres. Alors, le but des injections intravitréennes, ces injections ont pour but de sauver d'abord l'œil et de préserver la vision. En stabilisant ou en l'améliorant, il faut combattre l'infection. S'il y a un édème maculaire, c'est pour traiter cet édème maculaire. Éviter aussi l'évolution vers l'atrophie ou l'édème maculaire chronique. Bien sûr, sans oublier de contrôler le cycle glycémique et les facteurs de risque, d'où la collaboration avec l'interniste qui s'occupe du patient, parce que quand la glycémie est trop élevée et que vous voulez injecter un médicament dans le vitré, vous avez beaucoup plus de risques d'avoir un cas d'endophtalmie. Il faut que la glycémie soit basse pour y aller. Il ne faut pas injecter quand la glycémie est élevée. Quelles sont les contre-indications absolues des injections intravitréennes? Nous avons les affections des surfaces oculaires, quand il y a une allergie au principe actif ou à un expiant, un glaucome évolué ou non équilibré, la phakie, un implant à fixation aérienne, une iridectomie périphérique de grande taille, une thrombopénie sévère. Quant aux contre-indications relatives, nous avons le glaucome non contrôlé, les injections, une injection simultanée aux 2 yeux. Concernant la pratique, la préparation de l'opérateur et du patient, ce qu'il faut avoir d'abord en tête, c'est connaître le bénéfice et le risque. Il ne faut pas y aller vaille que vaille, il faut d'abord savoir pourquoi est-ce que vous voulez injecter et même les risques encourus. L'idéal est de pratiquer cette injection intravitréenne dans les conditions d'asepsie optimale. Nous nous conseillons de le faire au bloc opératoire, comme quand on doit aller opérer le glaucome ou la cataracte. Le patient doit être bien préparé, de même que l'opérateur. Et puis si le sujet est jeune, dont le cristallin est clair, celui-ci devra être prévenu du risque de développer la cataracte, surtout si c'est un corticoïde qui est utilisé. Concernant le protocole, la procédure dans la préparation de la table opératoire et des produits injectés, il y a tout un protocole, il faut préparer les matériels, tout ce qu'on doit utiliser, les champs opératoires, etc., etc. Il y a le compas qui est aussi nécessaire pour bien mesurer la distance, pour bien trouver le site d'injection du médicament. Le protocole des médicaments à utiliser, c'est celui-ci. J'insiste encore sur le fait qu'il faut avoir un carnet de bord. Si c'est en salle d'opération, il faut bien saisir et coller au mur, parce que parfois la mémoire nous fait défaut. Et qu'avant chaque acte, il faut lire et relire, même si c'est un geste que vous pratiquez régulièrement.
Par rapport au siège d'injection, le site idéal, c'est la parse plane. On conseille surtout le cadran temporal inférieur par rapport au supérieur pour éviter d'introduire les médicaments dans l'axe visuel. Et que la distance par rapport au LEM, c'est 4 mm si le malade est FAC ou chez les petits enfants, ou à 3,5 mm chez un pseudo-FAC. Et si après injection intravitréenne, l'examinateur, l'opérateur se rend compte que l'œil est un peu dur, il y a d'autres médecins qui préfèrent donner carrément un comprimé de Diamox. Mais il y en a d'autres qui préfèrent prescrire carrément les gouttes que le malade prendra avec un contrôle ultérieur. Alors, par rapport à la technique, il faut repérer le site d'injection. L'aiguille doit être introduite de façon perpendiculaire par rapport à la sclère, en direction du centre du globe pour livrer le maximum du produit loin du cristallin et proche de la rétine, parce qu'on cherche à traiter une pathologie qui est située au niveau de la rétine. C'est principalement en cas d'édème maculaire, ou bien pour diminuer un peu les néovaisseaux qui sont très nombreux afin de préparer le malade à une photocoagulation panrétinienne. Après avoir injecté les médicaments, il faut appliquer un coton-tige pour éviter à ce qu'il y ait reflux du produit. On prescrit un antibiotique. Moi, personnellement, j'injecte aussi un médicament en sous-conjonctival, la dexaméthasone et la gentamicine, comme c'est le cas après une chirurgie de la cataracte. Ça dépend de chaque praticien et de ses habitudes. Et que si un autre médicament doit être injecté dans le vitré sur le même œil, il faut changer de site d'injection. Il ne faut pas injecter au même endroit. Et puis, il est déconseillé d'injecter aux deux yeux. Mais s'il y a une indication majeure, il faut renouveler tout le matériel. Et qu'il ne faut pas dépasser la quantité requise. C'est 1/10 de cc si on doit utiliser comme unité de mesure la petite seringue à insuline. Mais si par exemple on se rend compte qu'on a dépassé un peu la quantité, il faut faire une parasynthèse au niveau de la chambre antérieure. C'est pourquoi c'est l'idéal de travailler en salle, parce que là au moins on a les matériels nécessaires, les couteaux pour agir rapidement. Cette photographie lors de ma littérature m'a beaucoup plu. Elle illustre comment la procédure est, le protocole. L'œil est bien nettoyé, on badigeonne, on met aussi une goutte de povidone au niveau de la conjonctive qu'on va rincer. On mesure avec le compas pour déterminer les sites d'injection. Là, on applique un coton-tige pour éviter les reflux du médicament après l'avoir injecté les produits. Et qu'après toute injection intravitréenne, il faut s'assurer que le malade voit. Comme le médecin a les gants, moi je demande au malade de compter les doigts. Je fais passer la main. Combien de doigts voyez-vous? Il me dit. On doit contrôler aussi la PIO et le fond d'œil. C'est pourquoi il est conseillé d'avoir un casque pour réaliser le fond d'œil en salle d'opération. Un antibiotique est prescrit à utiliser pendant 5 à 7 jours. Et puis prévenir le malade qu'il aura l'impression d'avoir des corps flottants ou une vision brouillée. Il est déconseillé de conduire juste après. Parfois, il y a une hémorragie sous-conjonctivale localisée. Le malade va juste ressentir une gêne ou une petite douleur, et que le malade ne doit pas frotter à l'œil ou se laver ce jour-là et le lendemain. Et puis, le malade on doit expliquer au malade, demander au malade de signaler s'il y a une rougeur ou une douleur importante, une baisse d'acuité visuelle le plus vite possible. Il ne devra pas attendre le contrôle qui devrait être effectué 7 jours après. Alors, par rapport à la fréquence des injections intravitréennes, en ce qui concerne les différentes pathologies que j'ai énumérées, en cas d'endophtalmie, on fait 3 IFT chaque 24 heures. En cas de dégénérescence maculaire liée à l'âge, une injection si c'est aux anti-VEGF 1 fois par mois, édème maculaire et occlusion veineuse rétinienne, aux corticoïdes, IVT, si c'est l'acétonide et triamcinolone, chaque 3 mois, si c'est l'Ozurdex, qui est étudié, un implant de corticostéroïdes qui est déposé en lait vitré, c'est après 6 mois qu'on peut répéter.
L'uvéite, là, c'est une fois avec au corticoïde et en cas de rétinite virale, c'est une fois. Il y a un suivi post-injection intravitréenne qui doit être réalisé. En cas d'endophtalmie, si on a eu à injecter les antibiotiques, c'est tous les 2 jours. D'abord, la première semaine, tous les 2 jours qu'il faut contrôler. Après, on passe à 15 jours et puis au 90e jour. L'acétonide et triamcinolone, c'est le suivi il est mensuel. Les injections aux anti-VEGF, c'est après avoir fait 3 IVT les 3 premiers mois, il faut évaluer le patient pour voir s'il y a une bonne réponse ou pas. Concernant l'implant des corticostéroïdes, on contrôle le 1er mois, le 2e et le 4e mois pour évaluer les traitements. Bien sûr qu'il y a aussi des complications qu'il faudra aussi contrôler de près. S'il n'y a pas de réponse, il faut voir dans quelle mesure soit retirer l'implant des corticostéroïdes en réalisant une vitrectomie et passer aux anti-VEGF. Et à chaque contrôle, on vérifie les signes inflammatoires. Dans l'immédiat d'abord, il y a l'acuité visuelle, le fond d'œil, l'épaisseur maculaire. C'est au cas par cas, en fonction de la pathologie traitée. Quels sont les risques des injections intravitréennes? Il y a l'endophtalmie et la pseudo-endophtalmie, l'augmentation de la pression intraoculaire, le glaucome, la cataracte, le décollement de rétine, l'hémorragie du vitré, la toxicité rétinienne sévère. Là, on insiste sur le calcul de la dose parce que les médicaments, quand on les dépose dans la cavité vitréenne, il est directement en contact avec la rétine. On peut créer une ischémie de la macula, par exemple. Il y a aussi les passages systémiques. D'où on recommande une asepsie rigoureuse, des effets secondaires, des contre-indications, peser les bénéfices et les risques et travailler aussi avec les autres disciplines s'il faut équilibrer certains facteurs généraux. Quelles sont les caractéristiques cliniques aidant au diagnostic différentiel entre une endophtalmie et une pseudo-endophtalmie? Il y a premièrement, en cas de pseudo-endophtalmie, le délai d'apparition qui est inférieur à 3 jours d'après une étude qui a été menée par d'autres scientifiques. Il y a un cas d'endophtalmie, c'est après 3 jours que la douleur, elle n'est pas présente. Ici, là, elle est présente. Il y a la rougeur qui n'est pas trop prononcée. Dans d'autres cas, c'est trop prononcé. Il y a l'inflammation intraoculaire qu'on retrouve plus dans la pseudo-endophtalmie. Et puis ici, la culture est positive. L'évolution spontanée est favorable. Dans l'autre cas, c'est défavorable. L'estimation du risque relatif du facteur responsable lié au produit ou à la technique dans les complications des injections intravitréennes des corticoïdes. Nous avons l'augmentation de la pression intraoculaire qui est liée plus au produit qu'à la technique. La cataracte qui est liée au produit. L'endophtalmie qu'on peut rencontrer dans le cas. Parce que certains médicaments peuvent créer une réaction inflammatoire de la chambre intérieure. N'oubliez pas qu'il y a des médicaments qui peuvent traverser. Il y a l'hémorragie du vitré, le décollement de rétine. Professeur, essayez de conclure là. Voilà, merci. Je suis en train de chuter. Merci, professeur. D'accord. Quels sont les facteurs qui influencent le choix du traitement? Il y a l'acuité visuelle, tenir compte des exigences professionnelles et le besoin de conduire, le type d'édème maculaire, la présence d'un élément tractionnel associé à l'édème maculaire, la sévérité de l'ischémie rétinienne et de la rubéose irienne, l'état du cristallin, la pression intraoculaire, la possibilité du patient de venir tous les mois et tenir compte de l'existence des contre-indications. Quel est le rôle de l'ophtalmologue? Il faut monitorer l'état rétinien, communiquer avec le médecin traitant, éduquer le patient, l'encourager, le rassurer aussi. Traiter chaque fois que cela est possible, minimiser les effets secondaires du traitement, orienter le patient malvoyant. Les défis des pays d'Afrique subsaharienne, il y a les systèmes de santé qui se focalisent sur les traitements des maladies aiguës, infectieuses ou non. Il y a les difficultés d'accès géographique, le nombre insuffisant et la répartition inéquitable des ophtalmologues. Les centres ophtalmologiques existants sont sous-équipés. La difficulté de s'approvisionner en molécules anti-VEGF et en antibiotiques à injecter dans le vitré et le coût élevé de ces médicaments. En conclusion, je peux dire que l'injection intravitréenne est un geste médical
invasifs fréquents dans le traitement des pathologies vitréo-rétiniennes. L'anti-VEGF, l'acétonine de triamcinolone et l'antibiotique. Donc ces molécules ont une tolérance locale et générale qui est bonne. L'anti-VEGF est efficace, il a très peu d'effets secondaires locaux et systémiques, et que face aux complications des injections intravitréennes, le praticien doit faire preuve de prudence et de rigueur dans l'indication et l'asepsie, maîtriser bien la technique d'injection, des facteurs de risque et des contre-indications et surveiller le patient. L'endophthalmie est une urgence et nécessite un prélèvement avant toute antibiothérapie. Merci beaucoup de votre attention. Merci, professeur Ngoï Maloba. En tenant compte des impératifs du temps qui nous sont imposés, il n'y aura pas de questions, donc on peut donc vous libérer. Alors, nous allons faire une petite synthèse rapide des deux conférences qui nous ont été présentées tout à l'heure. D'abord celle du professeur Stéphanie, qui a parlé de la rétinopathie et de l'œdème maculaire du diabétique. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il existe un avant anti-VEGF et un après anti-VEGF qui vient révolutionner notamment la prise en charge de ces pathologies. Il est important de faire un bilan, une rétinographie, qui est une photo du fond d'œil qui est plus performant qu'un fond d'œil. L'angiographie à sa place, l'OCT angio. Il faut reconnaître qu'il existe des cytokines non-VEGF et des cytokines VEGF qui peuvent amener à utiliser soit les anti-VEGF ou les corticoïdes dans la prise en charge de la rétinopathie diabétique ou de l'œdème maculaire. Et qu'on peut déjà soigner une rétinopathie diabétique préproliférante avec des anti-VEGF, avec des très bons résultats. La disponibilité et l'autorisation de mise sur le marché du bevacizumab ne pose problème que pour des raisons administratives, la non-demande de cette autorisation. Donc, ce qui veut dire que nous pouvons utiliser ce produit en toute sécurité. En ce qui concerne la présentation du professeur Ngoï Maloba, il faut retenir qu'il faut avoir accès aux vitrés et donc il y a tellement de barrières qu'il faut les contourner par ces injections et amener le produit en vue de traiter des infections particulièrement rétiniennes. Les produits utilisés qu'on peut injecter sont des antibiotiques, des anti-VEGF, des corticoïdes, des antiviraux et des immunosuppresseurs. Évidemment, il y a des contre-indications, notamment un glaucome mal contrôlé, et il ne faut pas faire deux injections, injecter les deux yeux en même temps. Voilà, je remets la parole au professeur Hamza, que j'ai l'honneur d'être assis à côté de lui. Merci, professeur Nganga. Vraiment, comme vous l'avez dit, nous avons assisté à deux conférences très intéressantes. Tellement intéressantes que, bon, vraiment, nous sommes pris par le temps, qu'on ne peut pas vraiment se permettre. Mais moi, personnellement, je vais approcher le professeur pour vraiment avoir cette présentation, ne serait-ce que pour moi-même, vraiment. Donc, nous allons donner la parole au professeur Invouti. Pour la suite. Oui, pour la suite. Bon, ne traduisez pas mon nom à Oussa, sinon il va être... Merci à vous, professeur Hamza et professeur Nganga, pour la modération. Nous allons maintenant inviter la firme Orchidia pour hier. Mais ils ne sont pas encore partis, ils sont avec nous, ils sont là. Orchidia, s'il vous plaît. Bien, vous avez la parole. Ne soyez pas intimidés, ce n'est pas un maréchal. Rebonjour à tous. Ça nous tenait vraiment à cœur de partager avec vous un petit moment autour de Nevsal.
Un collyre, nouvelle ANS topique au profil rassurant. Justement, le thème, c'est la cataracte. Donc, on voudrait bien parler de ce produit et partager avec vous. Orchidia vous dit donc bienvenue dans son espace. Alors, en termes de généralité, vous le savez très bien, l'inflammation et la douleur oculaire surviennent au cours de nombreuses circonstances de rupture des barrières hémato-oculaires, notamment l'intervention chirurgicale, le traumatisme oculaire, le traitement par laser, l'occlusion vasculaire rétinienne, l'atteinte métabolique ou dégénérative, etc. Toute inflammation intraoculaire évolutive et chronique est potentiellement source de complications mettant en jeu la vision à plus ou moins long terme. Nous allons nous focaliser donc sur l'inflammation et la douleur post-chirurgicale de la cataracte. Les complications, comme vous le savez très bien, de la chirurgie de la cataracte sont inhérentes à l'intervention elle-même. Le traumatisme chirurgical induit donc une inflammation liée au relargage des prostaglandines et au recrutement des polynucléaires neutrophiles et des macrophages. Donc le traumatisme oculaire va permettre en termes de physiopathologie de libérer les médiateurs inflammatoires, notamment les leucotriènes, et plus précisément ce qui nous intéresse, les prostaglandines. Au début de la phase post-opératoire, c'est-à-dire le jour 1 à 7, comme vous le savez très bien, les prostaglandines provoquent des réactions inflammatoires. Et plus tard, des médiateurs peuvent s'accumuler à l'arrière de l'œil, induisant ainsi un épaississement maculaire allant jusqu'à l'œdème masculaire cystoïde. Les prostaglandines, comme vous le remarquez, chers congressistes, sont au cœur de la physiopathologie de l'inflammation oculaire post-chirurgicale. Du coup, même la chirurgie de la cataracte la plus douce et la plus simple entraîne des changements physiopathologiques dans l'œil et provoque un certain degré d'inflammation. Dans ce contexte, il convient d'assurer un traitement cohérent pour éviter donc des réactions inflammatoires, notamment au début de la phase post-chirurgicale. Mais il y a un débat, AIS ou ANS, anti-inflammatoire non stéroïdien ou stéroïdien. À cela, il y a évidemment des pour et des contre. En comparaison, il y a des pour les corticoïdes en post-opératoire, car ils sont piliers principaux de la thérapie post-opératoire anti-inflammatoire. Pardon. Excusez-moi. D'ailleurs, ils ont un effet anti-phlogistique complet et un effet rapide. Par contre, ils sont responsables d'une augmentation de la pression intraoculaire, une augmentation des risques d'infection et parfois retardent la cicatrisation. Mais il y a aussi des pour du côté des anti-inflammatoires non stéroïdiens, car ils ont un large effet thérapeutique, notamment anti-inflammatoire, analgésique et antiprurite. Ils agissent contre une augmentation de la pression intraoculaire. Ils stabilisent la barrière hémato-aqueuse. Ils peuvent être utilisés pour la prévention et le traitement des œdèmes maculaires cystoïdes. Ils inhibent également le myosis post-opératoire. Mais il y a aussi des contre, les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Notamment, ils peuvent avoir une irritation locale et temporaire de la conjonctive, notamment une sensation de brûlure et une hyperémie, et une toxicité cornéenne souvent isolée. Comme on peut donc le constater, en tant que classe de médicaments, les ANS se sont avérés être une alternative sûre et efficace aux corticoïdes dans le domaine de la prévention et de la gestion d'inflammations oculaires non infectieuses et de l'œdème maculaire cystoïde. En effet, ils sont également évalués comme un moyen de maintenir la mydriase péropératoire et modérer la douleur post-opératoire. Qu'ils soient utilisés seuls, en synergie avec des corticoïdes ou pour des yeux à haut risque de développement de l'œdème maculaire cystoïde, l'efficacité de ces médicaments est convaincante. Fort de cela, il y a un produit qui sort particulièrement du lot, et Orchidia vous le propose, c'est Nevsal.
Oui, Nefzal, c'est l'outil intelligent. C'est comme ça que nous le baptisons. Outil intelligent d'abord par son mécanisme d'action, car le Nefzal est un médicament qui a une pénétration optimale au niveau oculaire. Évidemment, en tant que promédicament, une fois instillé, il est métabolisé et sa forme active, il est hydrolysé au niveau de la cornée et il devient actif en forme de amphénac. Et de l'amphénac, il permet donc une puissante inhibition des cyclooxygénases, ce qui procure à Nefzal une spécificité de cible. Excusez-moi pour le pointeur. En inhibant donc les prostaglandines dans le segment postérieur au niveau de la rétine et de la choroïde. C'est ce qu'il cible précisément. Et Nefzal, par le Nepafénac, est une molécule sûre par rapport aux autres thérapies anti-inflammatoires. En effet, la forme active du Nefzal ne s'accumule pas dans la cornée, comme on avait vu, comme effet Cantre, et les tissus de la surface oculaire, ce qui réduit le risque de complications cornéennes et la lésion de la cornée. Nefzal est donc un outil intelligent pour une perméation supérieure avec une réduction significative des irritations sur la surface oculaire. Nefzal toujours a une action rapide et durable, car il prend 5 minutes pour pénétrer la surface cornéenne et assure un flux soutenu pendant 6 heures. La structure de Nefzal lui confère donc un pouvoir de pénétration supérieur aux autres anti-inflammatoires non stéroïdiens, ce qui lui permet une distribution optimale dans la cornée, l'iris, le corps ciliaire et la rétine choroïde évidemment, et une durée d'action plus longue sur ces sites. Nefzal a donc une action rapide et intelligente qui dure. D'ailleurs, la FDA recommande l'utilisation, après 6 études pertinentes, du Nefzal pour le traitement de la douleur et de l'inflammation associée à la chirurgie de la cataracte. Et nous signalons que c'est pour une première fois qu'en Europe, un médicament est obtenu, une AMM, juste sur cette invitation. D'habitude, les ANS, on les donne pour toute indication, mais ici, c'était particulier qu'on l'accorde juste pour le traitement de l'œdème maculaire cystoïde. Une première en Europe, même si la FDA l'utilisait depuis longtemps, et particulièrement en choisissant Nefzal, vous aurez fait le choix, un bon choix, d'un outil intelligent pour l'innocuité et l'inefficacité. L'efficacité. Merci à tout le monde. On sent vraiment que vous êtes mes anges gardiens. Alors, ces études, on ne va pas vous fatiguer avec, mais les résultats sont tels que le Nefzal, par cette étude 1, a permis une pénétration de la cornée en 5 minutes. Il a traversé rapidement la cornée 6 fois que les autres anti-inflammatoires. Et la concentration du Nefzal dans l'endothélium, la cornée, était 5 fois élevée que celle des autres anti-inflammatoires. Ça, c'était dans le cas du traumatisme oculaire. Nefzal dans l'étude 2 est toujours un bon choix que vous faites, car dans la prévention du traitement de l'inflammation oculaire associée à la chirurgie de la cataracte, le Nefzal était sûr et efficace pour prévenir et traiter l'inflammation oculaire et la douleur associée à la chirurgie de la cataracte. Dans l'étude 3, le Nefzal a démontré un taux supérieur aux autres anti-inflammatoires en termes de réussite clinique aux jours 7 et 14 et en pourcentage de patients sans douleur. Nefzal, c'est un bon choix pour vous et vos patients, chers congressistes, car il permet d'avoir une efficacité meilleure et il a un confort comparé aux autres molécules recommandées par la FDA dans ces cas.
dans la douleur post-opératoire, comme le démontre l'étude suivante, en fait l'étude actuelle. Et en comparaison avec des analgésiques par rapport aux autres anti-inflammatoires, sans pouvoir analgésique, notamment après une chirurgie au laser ou à excimer, le Nefzal a un effet analgésique plus important que des solutions ophtalmiques des autres ANS, notamment le diclofénac. Nefzal dans la prévention de l'œdème maculaire après une chirurgie de la cataracte chez les patients atteints de rétinopathie diabétique a démontré des avantages statistiquement significatifs par rapport à l'excipient dans la prévention de l'œdème maculaire et le maintien de l'acuité visuelle chez les patients diabétiques après une chirurgie de la cataracte, comme le montre l'étude 5. Toujours dans le traitement de l'œdème maculaire de la cataracte, il faut faire plutôt maculaire cystoïde, il faut faire un choix. L'ANS de nouvelle génération Nefzal a permis une amélioration de l'épaisseur rétinienne de 134 nanomètres. L'épaisseur rétinienne, avant, comme vous pouvez le constater, et après, on peut donc dire que Nefzal est capable de réduire considérablement l'épaisseur de la rétine en cas d'œdème maculaire cystoïde pseudophaque. Chers congressistes, vous avez fait le bon choix, le choix de Nefzal, car il permet, en somme, de procurer un effet puissant analgésique et anti-inflammatoire pour son profil d'innocuité élevé, approuvé par la FDA et autorisé même en Europe pour la chirurgie de la cataracte, pour son pouvoir de pénétration supérieur en pré- et post-opératoire contre tous les signes inflammatoires après une chirurgie de la cataracte, pour son soulagement efficace de la douleur par rapport aux autres anti-inflammatoires, notamment dans la photokératectomie réfractive, pour sa réussite clinique élevée par rapport aux autres anti-inflammatoires dans la chirurgie de la cataracte, pour l'amélioration de l'épaisseur rétinienne dans l'œdème maculaire cystoïde qu'il procure, avec un autre anti-inflammatoire stéroïdien, si vous voulez combiner, nous vous proposons Orcapred, pour une prophylaxie la plus efficace contre l'œdème maculaire cystoïde après une chirurgie de la cataracte. Nefzal, c'est le choix de l'outil intelligent. Nous vous remercions. Ah oui, merci professeur. J'allais prendre ça, t'en fais pas. Merci à la firme Orchidia. Nous allons marquer la grande pause. Je vois beaucoup de visages qui commencent à afficher un état de fatigue. Oui. Certaines notions scientifiques pénètrent difficilement des têtes quand la glycémie est en dessous de 90. Nous allons donc aller prendre un repas au même endroit qu'hier. Et vraiment, je vous invite à ne pas vous éterniser à table. Passez plus de temps à parler en marchant sur le chemin de retour pour que il est 15h moins le quart. Et si on peut se retrouver ici à 16h moins 10, nous aurons fait œuvre utile parce que nous avons encore beaucoup de communications qui nous attendent. Et nous sommes venus pour partager la science. Donnons assez de temps à cela. D'avance, bon appétit.